Leroy qui a largement défriché notre sujet. Donc l'universalité, oui, Frédéric Leroy le disait, c'est une idée à la fois très actuelle et très contestée. Actuelle parce que, effectivement, le thème de la mondialisation est un thème prégnant, et idée très contestée parce que nous assistons à la montée des particularismes, des communautarismes, la critique de l'occidentalocentrisme, ou les questions entourant le néocolonialisme. Toutes ces questions donnent à l'universalité son poids d'interlocution ou d'interrogation. L'universalité, oui, c'est une valeur, comme on vient de le rappeler, une valeur qu'on oppose à la diversité, même si vous avez raison de dire que diversité s'oppose plutôt à unité, tandis que universalité s'opposerait à particularité. C'est une notion, l'universalité, une valeur qu'on rapproche le plus souvent de la liberté, éventuellement au sens abstrait, au sens formel du terme, et qu'on oppose à égalité, qui serait, elle, censée être davantage du côté de la diversité. Bref, je voudrais commencer maintenant en disant que l'universalité, c'est le lieu d'un débat qu'il faut, je crois, essayer de clarifier si l'on veut s'assurer d'une juste position et compréhension des positions en présence. Alors, questionner l'universalité, ça impose donc que l'on prenne d'abord les mots au sérieux. On essaie de le faire, et c'est au fond un peu le job du philosophe que d'essayer de s'entendre sur les mots avant d'engager la discussion. Le problème de l'universel s'est très tôt posé dans la tradition occidentale. Il remonte vraiment bel et bien au cœur de l'œuvre de Platon et d'Aristote, mais c'est surtout le Moyen-Âge qui l'a promu comme justiciable de la discussion philosophique. C'est la scolastique qui a mis vraiment en scène la question de l'universalité. Le questionnement sur l'universel, à l'époque, était en gros résumable dans une alternative. On se demandait, l'universel, est-ce que c'est un simple mot, ou bien est-ce que ça désigne une réalité ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une réalité derrière le mot universel, ou est-ce que c'est simplement un mot ? Du point de vue philosophique, engagé par cette question, qui n'était pas une question oiseuse, je voudrais le dire, anticiper et essayer de le démontrer tout à l'heure, du point de vue philosophique, il s'agissait de savoir si la notion d'universel appelle un traitement réaliste ou bien simplement une critique nominaliste, c'est-à-dire critique nominaliste qui consisterait à rappeler que, au fond, c'est un mot, et uniquement un mot, éventuellement commode, qui nous permet de nous entendre sur un certain nombre de choses, de prendre des engagements collectifs, mais en aucune façon une réalité. Alors la réponse à cette alternative, réalité ou simple mot, a révélé par la suite toute son importance du point de vue de l'engagement politique, en montrant que de la réponse qu'on donne à cette alternative dépend très largement la crédibilité des droits de l'homme eux-mêmes, et c'est ce que je voudrais tout à l'heure démontrer. Il est en effet important, sur ce terrain politique, qu'on sache si l'universalité n'est qu'un mirage sémantique, qu'on fait miroiter pour obtenir l'engagement, et quelquefois le sacrifice des particuliers, ou bien si l'universalité est une réalité qui attend de l'action des individus que nous sommes, sa pleine concrétion, réalisation. Je vais donc en premier lieu me tourner brièvement vers l'histoire du problème pour dresser la toile de fond qui devrait après conditionner nos échanges. Dès le IIIe siècle, après Jésus-Christ, la question dite des universaux, vous avez peut-être rencontré cette expression, la question des universaux, c'est comme ça qu'on l'a désignée, était posée par un commentateur d'Aristote nommé Porphyre. Et Porphyre posait la question sous un angle qui redevient très actuel. Il posait la question, les genres et les espèces existent-ils réellement ou sont-ils de pures conventions de l'esprit ? Bon, je n'ai pas bien le temps de développer là, mais c'est une question que les biologistes se posent aujourd'hui. La notion d'espèce. A-t-elle une réalité ou ne correspond-elle qu'à un découpage finalement assez arbitraire dans la chaîne des êtres
c'est une question vraiment très très actuelle, surtout à l'époque où se pose la question de la perméabilité des espèces. En tout cas, Porphyre posait déjà cette question. Les genres, les espèces, sont-ils des réalités ou de pures conventions de l'esprit? Et un des maîtres d'Abélard, Abélard vous le connaissez, c'est ce pauvre homme à qui il est arrivé bien des misères, l'amant d'Héloïse. Eh bien, un des maîtres d'Abélard, au XIIe siècle, Rosselin, inaugure l'argumentation nominaliste en soutenant, lui, que les universaux, donc tous ces termes universels, sont de simples mots qui servent de prédicats susceptibles d'être attribués à plusieurs sujets dans des propositions du type « Socrate est un homme ». Cette argumentation va trouver son plein développement par la suite, et surtout au début du XIVe siècle, avec un philosophe qui s'appelle Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, je suis sûr que vous le connaissez tous à peu près. Vous le connaissez sous le nom de Guillaume de Baskerville. C'est le héros du Nom de la Rose d'Umberto Eco. Héros qui est en but avec la papauté, enfin, c'est le grand théoricien du nominalisme. Pour lui, Guillaume d'Occam, l'universel est un mot, un simple mot, qui, comme tous les mots, est une fiction légitime qui renvoie à des choses singulières réelles. Donc, Abélard adoptait une attitude nominaliste, c'est-à-dire anti-idéaliste. Il refusait la réalité de l'idée d'universel. Et pour lui, et c'est pour ça qu'il était dans le roman d'Umberto Eco présenté comme opposé à la papauté, cette position anti-idéaliste conduisait à supprimer tout ordre préétabli. S'il n'y a pas d'universel déjà là, toujours déjà là, qui devrait nous imposer obéissance, eh bien on est dans un monde où finalement la liberté est à mettre au premier plan. Et de fait, pour lui, je le cite, l'universel, c'est une intention de l'âme, disait-il, une conception, donc apte à être attribuée à un grand nombre de sujets, et il n'y a rien que cette fiction sur laquelle les hommes peuvent s'accorder pour organiser, c'est-à-dire stabiliser leur monde. C'est-à-dire l'universel est le pur produit de la liberté des hommes qui décident en quelque sorte de classer leur monde pour s'assurer sur lui une certaine maîtrise. Donc cette doctrine nominaliste va être perçue comme favorable à la liberté des hommes, puisqu'elle met l'accent sur la part de décision qui leur revient dans la conception qu'ils se font de la réalité. Je vais le dire de manière plus brutale, mais peut-être plus parlante. Au fond, ce que Guillaume d'Occam, ce penseur nominaliste, mettait en avant, c'est que nous sommes responsables des boîtes dans lesquelles nous faisons entrer les êtres singuliers qui composent notre monde. Les catégories universelles, le genre, l'espèce, que nous forgeons pour comprendre et pour agir, eh bien, ces catégories universelles sont le pur produit de notre liberté et de notre intelligence. Il n'existe rien dans le monde qui soit universel. Ce que nous considérons comme universel est le pur produit de notre liberté. Donc j'insiste en passant, parce que ça reviendra tout à l'heure, la notion d'universel, elle procède d'une histoire philosophique qui implique celle de liberté. Ces enjeux contemporains restent marqués par la question de la liberté. C'est ainsi, par exemple, je vais aller vite sur ce point parce que c'est presque marginal, mais c'est ainsi, par exemple, qu'on associe volontiers l'universel, encore aujourd'hui, au thème de la nature humaine, en tant que la nature humaine définit l'étendue de nos possibilités. Et on se pose encore cette question, y a-t-il ou non des facteurs essentiels aux hommes qui détermineraient ce qu'ils peuvent faire? C'est une vieille question qui s'est souvent traduite par l'alternative entre l'innéité ou l'acquisition. Ou bien nous possédons des schèmes de pensée universelle, des catégories universelles, ou bien nous avons la vertu de les construire grâce au contact avec l'expérience. Et longtemps, on a souligné les enjeux qui accompagnent chacun des membres de l'alternative. En effet, si la thèse de la nature humaine universelle, c'est-à-dire la thèse selon laquelle nous aurions dans la tête déjà, nous serions câblés avec des catégories qui nous permettent d'engager un rapport avec le monde. Eh bien, si la thèse de la nature humaine universelle est attestée, alors
nous ne pouvons finalement qu'obéir